Bonjour à tous, merci de votre présence et de votre intérêt pour nos travaux à Micheline et moi-même. Je vais vous présenter en fait des résultats issus effectivement de la coordination québécoise sur l'immunité et la santé qui a été créée par la professeure Rousseau à l'INRS Institut Armand Frappier. Et je vais vous parler aujourd'hui effectivement de l'association entre la vaccination au bacille calmette-guérin et la survenue de sclérose en plaques, mais d'une forme particulière qui est la forme récurrente rémitante. Ces résultats sont dans le cadre de mon doctorat en sciences, en épidémiologie et en immunologie. Pour reprendre un petit peu la prévalence évoquée par Micheline précédemment, je vous ai fait une slide pour vous évoquer un petit peu la prévalence à travers le continent américain ainsi que son incidence. La CEP est effectivement une maladie, comme l'a dit Micheline, une maladie inflammatoire, auto-immune, qui au final devient neurodégénérative et qui atteint la substance blanche, la gaine de myéline des neurones, et puis au final, finalement, les neurones eux-mêmes du système nerveux central. Elle touche 2 à 3 fois plus les femmes que les hommes à des âges jeunes, entre 40 et 50 ans, bien que des cas pédiatriques et plus jeunes existent également pour cette maladie. Donc, le risque de la développer est plus important au-delà du 37e parallèle, comme vous pouvez le voir en fait sur le PowerPoint ici, et même au-delà du 40e parallèle pour le Canada, où vous voyez effectivement que la prévalence peut augmenter au-delà de 300 cas prévalents pour 100 000 habitants. La moyenne en fait dans le monde est aux alentours de 200 à 240 cas prévalents selon les études. Et donc, on explique cette variation par effectivement la latitude, par les radiations UV, qui est un facteur de risque de la survenue de sclérose en plaques. L'incidence annuelle standardisée sur l'âge est d'environ de 8 pour 100 000 habitants au Canada. Donc, les cliniciens distinguent différentes formes cliniques de la sclérose en plaques, dont les deux principales sont la forme récurrente rémitante, à 85% des cas de diagnostic initiaux de sclérose en plaques, et la forme primaire progressive dans 15% des diagnostics initiaux de sclérose en plaques. Ce qu'il faut immédiatement savoir dans cette répartition 85%, 15%, c'est que ces 85% en fait, dérivent pour moitié vers la moitié reste en forme récurrente rémitante et l'autre moitié dérive vers une forme qu'on appelle progressive secondaire. Donc, pour faire simple, la sclérose en plaques récurrente rémitante, qui se trouve en haut du graphique avec un axe des Y qui caractérise l'invalidité et un axe des X le temps. Donc, la sclérose en plaques récurrente rémitante que vous voyez ici se caractérise donc par des poussées inflammatoires que vous avez ici et symptomatiques qui sont invalidantes, qui sont clairement définies dans le temps, avec une augmentation ou non de l'activité de la maladie au cours du temps. Donc, soit les symptômes peuvent s'améliorer et disparaître pendant une période de rémission que vous avez ici, soit les poussées sont suivies de rémissions successives avec une invalidité qui progresse, comme vous le voyez effectivement sur cette partie. À l'opposé, la forme primaire progressive se caractérise par aucune poussée inflammatoire, mais par une augmentation croissante de l'invalidité au cours du temps. Puis vous comprenez que les autres formes cliniques de sclérose en plaques sont un mixte de ces deux formes, où vous voyez effectivement la secondaire progressive, où vous avez donc la forme récurrente rémitante dans une première phase, et puis la phase progressive dans un second temps. Mais tous les mixtes de ces formes sont possibles. Donc, en gros, on distingue 4 à 5 formes typiques de sclérose en plaques. Les symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre. Micheline vous les a un petit peu évoqués tout à l'heure. Ils vont de la perte de vision, la déficience auditive, gustative et olfactive, la perte de mémoire à court terme, la dépression, le changement de personnalité, les douleurs, les paralysies des membres, des muscles importants, les spasmes et surtout la fatigue. Donc, actuellement, depuis 1997, il existe des médicaments uniquement pour la forme récurrente rémitante. Donc, depuis 1997, le petit compendium au Canada, mais également le Vidal en France pour ceux qui utilisent effectivement les bases de données pharmaceutiques à la disposition des cliniciens,
définissent des immunomodulateurs de première génération et des immunomodulateurs de deuxième génération. Donc, on sait que les patients qui prennent ces immunomodulateurs sont forcément atteints de CEP récurrente rémitante et pas une autre forme. Donc, parmi ces immunomodulateurs, vous avez l'acétadoglatérimère, les interférons bêta-1A et bêta-1B, donc le classique humain et puis l'artificiel, les anti-CD52, les anti-sphingosine 1P, les anti-intégrine alpha-4, les inhibiteurs de l'epsilon de pyrimidine, et j'ai ajouté dans l'algorithme que j'ai créé les bloqueurs de K+, mais on pourra en discuter ultérieurement. Donc, quelle est l'hypothèse de mes travaux? Donc, faisons simple au point de vue immunologique. Donc, je vous ai mis une balance de Roberval juste en bas et imaginez que dans le monde, il y ait deux forces, un petit peu comme dans Star Wars, une force blanche et une force noire. Donc, la force noire, ce serait les lymphocytes T autoréactifs, que là, j'ai symbolisé par la médiation cellulaire. Ces lymphocytes T autoréactifs, TH1 et TH2, sont initiés et attaquent la gaine de myéline et qui sont responsables des dommages de la sclérose en plaques. À l'opposé de cette force auto-immune, vous avez une force de régulation qu'on appelle les T-régulateurs, qui, eux, sont chargés de détruire cette force obscure qui va empêcher effectivement de détruire la gaine de myéline. Alors, comment le vaccin au BCG pourrait intervenir sur ce déséquilibre entre la force régulatrice et les lymphocytes T autoréactifs? Nous émettons l'hypothèse que l'injection du vaccin au BCG induit une forte inflammation, et notamment de TNF-alpha et d'IFN-gamma, et que cela éduque les cellules innées de l'organisme qui impriment une mémoire de cette éducation dans les progéniteurs de la moelle osseuse. C'est ce que Netea a appelé en 2014 la trend immunity. Alors vous allez me dire quel est le lien entre ces cellules innées, qui est la première ligne de défense de l'organisme, et les cellules T que je vous ai présentées, qui est la deuxième ligne de défense de l'organisme. Tout simplement parce que cette éducation permettrait de circonscrire, d'abaisser la réponse pro-inflammatoire des premières cellules innées, et donc d'empêcher l'activation des cellules T autoréactives ici, et donc de rééquilibrer la balance entre la force régulatrice et la force attaquante. L'objectif de ma présentation est donc d'évaluer si le vaccin au BCG est associé à une prévention de la forme récurrente rémitante dans une cohorte populationnelle à partir des données de Marie-Claude Rousseau. Donc, différentes études se sont penchées sur cette association entre le vaccin au BCG et la sclérose en plaques. Je les ai synthétisées sur cette slide, dont une méta-analyse de Fares et al. En 2011 qui témoigne une absence d'association entre le vaccin au BCG et la sclérose en plaques. Néanmoins, l'ensemble de ces études présente des biais d'information et puis des tailles d'échantillons qui sont assez faibles, et surtout, aucune d'entre elles n'identifie les formes cliniques de sclérose en plaques. Elles mettent toutes les formes de sclérose en plaques dans le même sac et sont analysées comme une seule maladie, ce qui n'est pas véritablement le cas au point de vue physiopathologique, ni dans la littérature. Il y a des auteurs qui s'opposent sur les différentes formes cliniques. D'un point de vue méthodologique, donc, je vais passer assez vite puisque Miskine a présenté cette partie. Je m'appuie donc sur l'accord de naissance québécoise sur l'immunité à la santé élaboré par la professeure Rousseau, qui est l'agrégation de différentes bases de données, dont le registre des décès, le registre BCG créé par Armand Frappier à l'Institut Armand Frappier du même nom, et le registre des naissances qui me permet d'avoir tous les naissants québécois nés entre 1970 et 1974, et d'avoir entre 1983 et 2014 l'ensemble des informations médico-administratives dans les bases de données de la RAMQ hospitalière, mais également à partir de 1997, les données de remboursement pharmaceutique jusqu'en 2014. Hop, je passe. Voilà. Donc, comment ai-je défini mon exposition et mon événement? Donc, l'exposition, c'est bien sûr mon statut vaccinal que j'ai choisi en variable binaire à partir du registre BCG. Puis, j'ai utilisé pour circonscrire dans un premier temps par un premier algorithme et une première définition. Dans l'échantillon le plus important que je vous présenterai dans la salle suivante, grâce à l'algorithme de Marie qui a été validé en Ontario, qui prend donc toute personne qui avait au moins 3 hospitalisations ou consultations médicales
pour sclérose en plaques sur l'ensemble de suivi entre 1983 et 2014 a été définie comme K. Vous voyez que cette définition a quand même une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité qui permet effectivement de détecter les vrais cas des vrais non-cas. Et puis, j'ai utilisé un deuxième algorithme que j'ai créé, qu'on a appelé donc Corsenac et al., qui utilise effectivement les données pharmaceutiques. Si un individu avait au moins un immunomodulateur sur l'ensemble du suivi de 1997 à 2014, il était défini comme cas de sclérose en plaques récurrente rémitante cette fois-ci. Donc, vous voyez sur cette slide l'union, l'intersection effectivement de ces deux algorithmes et de ces échantillons. Le plus grand échantillon est l'échantillon de toute la cohorte de Marie-Claude Rousseau, de 400 563 individus, sur lequel l'algorithme de Marie nous permet de détecter 1659 cas de sclérose en plaques. L'algorithme 2 définit sur l'échantillon seulement des remboursements pharmaceutiques, composés d'environ 282 000 personnes, nous permet de détecter 576 cas de sclérose en plaques récurrente rémitante. Et vous voyez qu'à l'intersection des deux algorithmes, je trouve donc 528 individus et je vais vous présenter les résultats sur ces premiers 528 individus puisque les autres informations ne sont pas sorties du quadrisque et je n'ai pas l'autorisation de vous les présenter aujourd'hui. Donc, l'analyse statistique a été menée grâce à une régression proportionnelle de Cox entre une exposition vaccinée-non vaccinée au BCG, un événement qui est donc les cas de CEP récurrente rémitante avec la prise en compte du décès en risque compétitif. J'ai utilisé des variables d'ajustement qui ont été choisies selon la littérature et selon un graphe acyclique dirigé. J'ai étudié le sexe comme en modificateur des faits et j'ai bien évidemment vérifié l'hypothèse de proportionnalité du modèle. J'avais des données manquantes sur les variables d'ajustement pour environ à peu près 14% des sujets, 3,3% de ceux qui avaient un statut vaccinal. J'ai donc utilisé une imputation multiple par équation en chaîne pour pallier à ce problème de données manquantes. Les résultats. Donc, je vous présente tout d'abord une description de ma population. Donc, les populations vaccinées et non vaccinées ne différaient pas significativement selon le sexe, le lieu de naissance des parents, le nombre de frères et sœurs plus âgés, les indices de défavorisation matérielle et sociale. Par contre, vous voyez effectivement en rouge sur le tableau à votre droite que la population non vaccinée était majoritairement plus urbaine que la population vaccinée. Sinon, la grande majorité, 88%, ont un âge à la vaccination avant 1 an, ce qui correspond aux recommandations, puisque l'OMS recommande actuellement entre le 2e mois et le 3e mois de naissance. Et 94% des vaccinés n'ont reçu qu'une seule dose de BCG durant la première année de vie. Je vous présente maintenant le hazard ratio de cette association qui vous démontre qu'il n'y a pas d'association. Donc, en conclusion, le vaccin au BCG ne semble pas participer à la prévention de la sclérose en plaques de forme récurrente rémitante dans cette sous-population de la cohorte de naissance. Et cette association ne différait pas non plus selon le sexe. Cette sous-analyse, cette analyse préliminaire présente quand même des limites, puisqu'en fait, j'ai une absence de données sur les médicaments avant 1997, puisqu'ils ont été bien évidemment inventés et mis sur le marché en 1997. L'échantillon 2, celui des remboursements pharmaceutiques, présente des biais d'information, 282 000 personnes versus 400 000 personnes sur l'échantillon global. Et la sélection d'une sous-population spécifique, les 528 que je vous ai présentés, n'a pas les mêmes attributs que ceux qui sont présents dans l'échantillon 1. À contrebalancer les forces, je remets les immunomodulateurs débutant en 1997 parce que ces immunomodulateurs me permettent effectivement pour la première fois de circonscrire effectivement les formes récurrentes rémittantes, sous l'exemple effectivement de Culpeper fait aux États-Unis en 2019. Mais je suis le premier effectivement à les utiliser de cette façon-là. La qualité de l'information du registre vaccination, l'exhaustivité de la population née entre 1970 et 1974, l'ajustement sur des facteurs de confusion, l'étude de la modification des faits du sexe et puis le fait que la régression proportionnelle de Cox prend en compte le temps de la survenue de l'événement. Donc, pour mes prochaines investigations, je vais essayer de circonscrire la CEP
dans sa forme primaire progressif dans l'échantillon 2 par un nouvel algorithme développé spécifiquement pour cette forme clinique. Je vais également essayer de redresser l'échantillon 2 vers l'échantillon 1, ainsi que la prévalence attendue de sclérose en plaques récurrente rémitante dans cette population, puisqu'elle est connue grâce à la littérature. Et je ferai également une investigation des cas globaux de SEPL selon les deux périodes de temps, avant 1997 et après 1997, pour avoir une autre source d'information. Voilà, je tiens à remercier les organismes financeurs, le CISC qui m'héberge et qui m'accueille gentiment, et je tiens particulièrement à remercier ma directrice de thèse principale, Marie-Claude Rousseau, qui est actuellement en maladie, donc je lui souhaite un prompt rétablissement, et ma directrice de thèse immunologique, le professeur Simona Staglier. Merci à vous. Carole, il y a ton micro qui n'est pas… C'est vrai. Merci beaucoup, Philippe. Tu as dit au début que les femmes étaient de 2 à 3 Oui. les femmes étaient de 2 à 3 fois plus touchées par la sclérose en plaques que les hommes. Ben déjà 2 ou 3, c'est… Alors, ça dépend. Ça dépend Mais et pourquoi? C'est entre 2 et 3 fois plus les femmes, oui. Oui, et pourquoi? En fait, c'est la différence de système immunitaire. En fait, le système immunitaire des femmes est plus virulent vis-à-vis des attaques infectieuses. Donc, en fait, il a une réponse cellulaire et humorale beaucoup plus importante que celle des hommes. Donc, elles combattent mieux les infections, par exemple. Vous l'avez vu, par exemple, dans le cas du Covid-19, où effectivement les hommes sont plus périssables que les femmes. Là, dans les maladies auto-immunes, c'est le système immunitaire qui se retourne contre soi-même. Donc, c'est ce 2 fois, 3 fois plus élevé qui va s'expliquer comme ça. C'est-à-dire que là, les femmes sont plus sujettes à ce type d'auto-immunité parce qu'en fait, elles ont un système immunitaire qui est beaucoup plus performant que celui des hommes. Et ça, c'est dû aux hormones, notamment aux hormones œstrogènes et à certains récepteurs en fait, qu'on appelle des GPRC, mais c'est particulier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a une explication physiologique. OK. Est-ce qu'il y a une autre chose qui m'a frappée? C'est si j'ai bien compris, la population urbaine est moins susceptible est plus susceptible d'être non vaccinée. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, je vais reprendre la description, ce sera plus simple. En fait, on voit que la population non vaccinée, effectivement, est beaucoup plus urbaine que rurale. Donc, effectivement, dans le monde urbain, il y aurait une tendance à la non-vaccination, alors que dans le monde rural, vous voyez 41% de la population vaccinée contre 26%. Donc, il y a peut-être effectivement une différence entre les ruraux et les citadins. Les citadins se détourneraient de la vaccination, mais c'est assez connu sur d'autres pathologies. Malheureusement, je le déplore en tant que clinicien, qu'on se détourne de la vaccination. Mais oui, effectivement, c'est ce qu'on remarque dans cette cohorte québécoise. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? En milieu urbain, est-ce qu'on se Non, détourne? je n'ai pas d'explication sur ça. C'est effectivement sur les naissants entre 1970 et 1974. Et donc, c'est une description que je le fais. Ça corrobore d'autres études qui montrent qu'effectivement, la tendance générale va vers une moindre vaccination des populations parce que les populations se méfient de la vaccination, ce qui est dommage parce que c'est la première protection contre certains virus et certaines bactéries, parce que là, BCG protège d'une mycobactérie humaine, la tuberculose. Voilà, je peux juste donner une description, mais je ne donne pas d'explication de pourquoi par rapport à ça. Est-ce qu'on sait s'il y a des différences vaccinées, non vaccinées selon l'origine ethnique? Alors, on ne dispose pas véritablement de l'origine ethnique dans les bases de données du SIX. En fait, j'ai l'information sur où sont nés les parents, puisqu'en fait, les enfants sont nés au Québec. Donc, voilà. Mais l'information géographique de naissance des parents me permet de savoir si effectivement ils sont nés à Québec ou en dehors de Québec. Mais je n'ai pas la capacité de recréer une variable ethnique qui pourrait nous informer sur ce point. OK. Il y a une question de ta collègue, Micheline. Je vais la lire parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Sachant que certains médicaments, par exemple, interféron bêta, peuvent être donnés aux personnes avec la sclérose en plaques, SPMS. C'est quoi SPMS?
comment être sûr que les personnes ayant pris des médicaments sont vraiment RRMS? Donc, peut-être nous dire c'est quoi les acronymes d'abord, SPMS et RRMS? L'interféron bêta est utilisé comme un anti-inflammatoire au même titre que les corticoïdes, mais l'interféron bêta 1A et l'interféron bêta 1B a une autorisation de mise sur le marché et le petit compédium 2019 stipule très bien qu'en fait, cet interféron bêta dans la sclérose en plaques ne peut être prescrit qu'à des formes de sclérose en plaques récurrentes rémittentes et pas à des primaires progressives ou à d'autres formes. C'est contre-indiqué dans les autres formes. Et normalement, si un clinicien prescrit ce médicament pour une autre forme clinique que la sclérose en plaques récurrente rémittente, il n'a pas le droit, et s'il se fait vérifier, on n'a pas le droit de dériver une autorisation de mise sur le marché quand on est clinicien. On est soumis effectivement à des règles assez strictes. Il y a eu parfois dans le monde des dérives, où, je pense par exemple au Mediator, qui a été dérivé de son usage principal contre le diabète pour faire maigrir les gens, et ça a tué les gens. Donc, je pense que les cliniciens font très attention à ne pas bafouer cette règle. OK. Benoît Dosti qui se demande est-ce que la prochaine étude va porter sur le vaccin BCG et la COVID-19? Nous avions effectivement cette idée avec Marie-Claude. Nous avions commencé à développer des protocoles en ce sens, mais Marie-Claude est présentement en arrêt maladie, donc je n'irai pas plus loin sur le développement de nos protocoles. Mais à terme, oui, on pourrait développer effectivement un protocole sur ce point, et on pourrait effectivement renseigner sur ce point. Là, nous avons que les 70-74, donc en fait, au maximum en 2014, ils ont entre 40 et 44 ans. Il faudrait nettoyer un petit peu plus le registre pour avoir une population plus large, mais oui, dans les faits, ce serait totalement possible de le faire. OK. Et c'est peut-être dans les plans? Oui, pour l'instant, je n'ai pas le droit d'en parler. À moyen. C'est excitant. Est-ce qu'on meurt de la sclérose en plaques? Est-ce qu'on meurt de la sclérose en plaques? Oui. Beaucoup. À terme, oui. En fait, la gaine de myéline est totalement détruite, les neurones sont complètement détruits, donc en fait, les formes spastiques deviennent complètement paralysantes, la perte de vision va jusqu'à la cécité, la totalité, et oui, on en meurt précocement, c'est clair. Et plus les hommes que les femmes ou plus… Les femmes que les hommes, les femmes sont 2 à 3 fois plus atteintes que les hommes, donc les hommes sont touchés. Mais le risque d'en mourir aussi, là? Le risque est le même quand vous êtes atteint de la forme, mais il y a 2 à 3 fois plus de femmes que d'hommes qui sont atteintes de cette maladie. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Mais on revient quand on parle, là, donc c'est les pays qui sont au nord même tu disais 40e parallèle, qui sont plus touchés. Est-ce que, bon, tu disais l'exposition à la radiation, mais est-ce que ça peut avoir un lien avec la vitamine D? Oui, c'est un lien avec la vitamine D. En fait, les UV sont transformés par les stérols de la peau en vitamine D. Donc, il y a différentes formes de vitamine D, ça c'est la vitamine D3. Mais effectivement, cette vitamine a une action sur le système immunitaire et sur la balance immunologique du système immunitaire. Et beaucoup d'auteurs, dont moi, croient effectivement que ça a une incidence avec cette vitamine D. OK, merci. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ben, il n'y a pas d'autres questions. Ben, je vous remercie beaucoup.